Bonjour à tous et bienvenue dans l'Histoire du Rhum, le podcast. Je m'appelle Mathieu Lange, je suis passionné par l'histoire et la culture du rhum. Depuis plus de 10 ans maintenant, je contribue à la rubrique Histoire et patrimoine du magazine Rhum Porter et je suis également conseiller dans une célèbre cave à rhum à Paris qui possède un site internet et une boutique. Dans ce second épisode qui sera diffusé en 2 parties, nous allons parler du rhum au temps de la Prohibition. Si à l'évocation de cette période l'on pense instinctivement aux États-Unis ou à Cuba, il ne faut pas oublier les autres territoires très actifs en ce temps-là, comme le Canada, qui se trouve également être en prohibition, mais aussi des places comme Saint-Pierre-et-Miquelon, les Bahamas ou encore Demerara qui vont jouer un rôle important. Mais avant cela, je vous propose d'explorer les origines de la prohibition. Celle-ci trouve ses racines au XVIIIe siècle, à l'époque où le rhum est le spiritueux dominant aux États-Unis. Surgissent des écrits, des sermons religieux qui vont dénoncer les conséquences de ce qu'on appelait alors l'intempérance, c'est-à-dire l'excès de consommation d'alcool. En 1774, par exemple, un Américain d'origine française, Anthony Benezet, publie un essai dont je ne vous livre qu'une version abrégée du très long titre, à savoir « The Mighty Destroyer », c'est-à-dire « Le puissant destructeur », dans lequel il dénonce clairement les ravages de l'alcool. En résumé, le rhum rend malade, raccourcit la vie et entame le sentiment religieux des individus. Et le rhum n'atteint pas que les Occidentaux américains, puisque dès 1753, lors d'un traité signé entre les Anglais et des Indiens Delaware, un des chefs indiens nommé Scaruyadi a explicitement demandé aux Anglais de ne plus faire commerce de spiritueux avec eux en disant « The rum ruins us », littéralement « le rhum nous ruine », mais autant au sens financier que moral du terme. Malgré cela, le statut du rhum reste très positif dans la société américaine du XVIIIe siècle, et le rhum obtient un statut particulier auprès des soldats qui en consomment lors de la guerre d'indépendance américaine entre 1775 et 1783. Cela n'empêche pas les partisans de la tempérance de poursuivre leur lutte et de se structurer. Des sociétés de tempérance se forment localement dans le Connecticut en 1789, en Virginie en 1800, dans l'État de New York en 1808, dans le Massachusetts en 1815, puis, en 1826, sous l'influence du pasteur Lyman Beecher, est fondée la Société américaine de tempérance qui aura cette fois une prétention nationale. Dans le même temps, les écrits se multiplient sur le sujet. Par exemple, en 1813, Thomas Trotter publie Essai médical, philosophique et chimique sur l'ivresse et ses effets sur le corps humain. Ou encore, en 1819, Thomas Hertel se fend d'un exposé des causes de la consommation immodérée d'alcool et les moyens pour l'éviter. Ce type de publication utilise la religion et la morale pour combattre les spiritueux. Les mouvements puritains portent les idées de tempérance, boire devient un péché. Les arguments médicaux sont également présents dans d'autres ouvrages. Par exemple, en 1819, le professeur de médecine Benjamin Rush publie une enquête sur les effets des eaux-de-vie sur le corps humain et l'esprit. Décrivant les effets de l'alcoolisme sur le corps humain, il évoque, je cite, les rougeurs et les éruptions sur les différentes parties du corps. Elles commencent généralement par le nez et s'étendent sur tout le visage et parfois descendent aux membres sous forme de lèpre. Elles sont appelées rhum buds, c'est-à-dire bourgeons de rhum, quand elles apparaissent sur le visage. Un autre docteur, le docteur Moselli, renchérit ainsi. Les conséquences de la consommation de rhum et d'eau, ou de grog comme on l'appelle, est l'augmentation du désir d'eau-de-vie tout en diminuant les effets. Et il y a très peu de buveurs de grog qui survivent longtemps à la pratique de la débauche sans avoir cet odieux souffle de buveurs de bière, la stupidité et l'impotence. Alors toutes ces publications attaquent clairement le rhum. Mais non le rhum en tant qu'eau de vie de canne, mais le rhum en tant que père, en quelque sorte, des spiritueux américains. Au XIXe siècle, le whisky prend de plus en plus de place dans la société américaine au détriment du rhum, mais le mot rhum reste abondamment utilisé dans le débat sur la prohibition. Au fil du temps, les sociétés se radicalisent, elles passent d'une idée de modération de la consommation d'alcool à la volonté de prohibition totale de production et de consommation. Et la première victoire advient en 1851, quand l'État du Maine, situé à la pointe nord-est des États-Unis, à la frontière canadienne, adopte la prohibition. Il est suivi de 13 autres États en 1855. La prohibition est en marche. Elle va s'accélérer avec la création en 1873 de la Women's Christian Temperance Union, la WCTU, c'est-à-dire l'Union chrétienne des femmes pour la tempérance. Cette union va notamment vouloir agir dans le domaine de l'éducation afin que les enfants rejettent dès le plus jeune âge l'idée même de consommation d'alcool.
Une des figures de ce mouvement est Francis Willard, qui déclarera « C'est une guerre en Amérique, une guerre de mères et de filles, de sœurs et d'épouses, une guerre contre les vendeurs de rhum et la religion. Deux mondes à couteau tiré, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. » Pour bien comprendre comment les prohibitionnistes vont faire avancer leurs idées, il faut ajouter que leur combat se lie à d'autres. Des prohibitionnistes, par exemple, luttent également pour l'abolition de l'esclavage. Des femmes vont lutter également pour leurs droits, pour le droit de vote par exemple. Et économiquement, tous vont pointer la quantité d'argent engloutie par les hommes dans l'achat d'alcool au lieu de s'occuper de leur foyer. Et enfin, pour ne pas dire surtout, la consommation excessive d'alcool augmente ce qu'on appellerait aujourd'hui les violences intrafamiliales. L'exemple d'une autre figure de la prohibition, Carrie Nation, est à ce sujet assez éloquent. Elle épouse en premières noces un homme qui a complètement sombré dans l'alcoolisme et dont elle parvient finalement à divorcer alors qu'elle est enceinte. En 1874, elle se remarie avec un pasteur, elle travaille dans un hôtel tout en s'occupant de sa fille, puis un jour, elle entend une voix divine qui lui dit d'aller détruire des saloons, ce qu'elle fait en 1900 dans la ville de Kiowa dans le Kansas. L'opération ayant fonctionné, elle va militer avec d'autres femmes, s'armer d'une petite hachette pour s'attaquer à d'autres établissements. Et cette action-là s'inscrit dans le discours porté par la Ligue anti-saloon, fondée par un pasteur en 1893. Je vous sors de ce saloon saccagé pour reparler un peu de littérature prohibitionniste car les publications de livres et d'articles de journaux se multiplient à la fin du XIXe siècle. Nous retiendrons en 1883 l'ouvrage The Coming War with Rome, la guerre qui vient avec le rhum, ou en 1886 The Man That Rome Made, littéralement l'homme que le rhum fait. Donc tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les prohibitionnistes ont envahi le champ politique avec des arguments religieux, moraux, intellectuels, médicaux, sanitaires, mais aussi féministes, arguments qui sont tous tournés contre le rhum comme symbole des spiritueux responsables de la décadence de la société. En 1919, 36 États ont déjà adopté la prohibition. Le 16 janvier de cette année est adopté le Volstead Act qui fait basculer un an plus tard, le 16 janvier 1920, l'entièreté des États-Unis dans la prohibition. De son côté, le Canada connaît un mouvement analogue au XIXe siècle. On y parle de Demon Rum, le rhum démon. Les mouvements de tempérance sont comparables à ceux connus aux États-Unis, c'est-à-dire nourris de discours religieux et moraux. Face à cela, en 1878, par la loi dite loi de tempérance, le gouvernement permet aux villes canadiennes d'interdire la consommation d'alcool sur leur territoire. Les mouvements se renforcent et 20 ans plus tard, le pouvoir fédéral organise cette fois un référendum en 1898. La question est simple, pour ou contre la prohibition. Toutes les provinces canadiennes approuvent la prohibition sauf une, le Québec. Ce résultat incomplet, dirons-nous, permet au gouvernement de ne pas appliquer la prohibition et de laisser chaque province décider par elle-même. Il va y avoir alors différents schémas selon les provinces, mais pour simplifier, la consommation et le commerce d'alcool sont interdits, les débits de boissons sont fermés, mais l'on peut conserver une production sous condition de réexportation. Il serait en effet dommage de détruire l'industrie du whisky canadien. Donc pour résumer, en 1920, nous avons les États-Unis qui sont dans une situation de prohibition totale, c'est-à-dire qui concerne la consommation, le commerce et la production, et nous avons le Canada qui est dans une situation de prohibition partielle. Par conséquent, le whisky canadien va être légalement exporté pour être illégalement réintroduit sur les côtes américaines et également canadiennes. Et par où va transiter ce spiritueux ? Par le petit archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, très satisfait de se retrouver au centre névralgique du trafic de spiritueux dans la partie de l'Atlantique Nord.
Saint-Pierre-et-Miquelon est un archipel totalement enserré dans les eaux territoriales canadiennes, au sud de Terre-Neuve, qui est la très grande île située tout au nord-est du Canada. Quand la prohibition s'installe, Saint-Pierre-et-Miquelon devient une base du trafic d'alcool. Pour s'en convaincre, je dirais que dans les années 1910, l'île importe en moyenne 11 000 caisses d'alcool par an. À la fin des années 1920, ce chiffre dépasse le million de caisses d'alcool importées. Alors dans un premier temps, le whisky ne peut pas légalement entrer sur le territoire car il est interdit depuis 1919 d'importer dans les colonies françaises de l'alcool étranger. Les bootleggers et les rumrunners se tournent alors vers le rhum. Nous allons suivre la figure du célèbre rumrunner de l'île, à savoir Henri Morazet, qui va s'associer avec son père pour notamment construire des entrepôts de stockage d'alcool. Comme tous, Henri Morazet va d'abord importer du rhum de Martinique. Pour les Canadiens, ce rhum embouteillé à Saint-Pierre est à un prix attractif. Les Terre-Neuviens s'y rendent régulièrement. Mais ce n'est pas suffisant. Les Américains et les Canadiens préfèrent un autre rhum en réalité, celui de Demerara. Dans un livre témoignage publié en 1884, Henri Morazet décrit ce rhum ainsi. C'était un jus noir, foncé par la mélasse, fort à vous faire cracher du feu, parce qu'il fallait que ça gratte pour plaire aux Ricains et aux Canadiens. Et en effet, le rhum de Demerara titre autour de 78 degrés, quand celui de Martinique arrive à 48 degrés seulement. Henri Morazet part ainsi avec sa goélette chercher du rhum au Demerara, même si le rhum de Demerara est interdit à Saint-Pierre, car il s'agit d'un rhum étranger. Le trajet au départ de Saint-Pierre-et-Miquelon dure 16-17 jours par beau temps. Morazet fait seulement un court arrêt à Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada, afin de charger des fûts vides. L'arrivée à Demerara est un choc pour lui. Il y découvre une misère sans fin. Dans son récit, il écrit « Les gens travaillaient dur et ne survivaient que par les plantations de canne à sucre. Le rhum était pour Demerara ce que le bagne était pour Cayenne, capitale de l'autre Guyane, la française, l'unique raison d'être. » Henri Morazet poursuit « Le tafia s'imposait partout, sur les docks où s'entassaient des milliers de fûts cerclés, mais aussi sur les murs et cloisons des maisons où de grosses lettres d'imprimerie noire restaient visibles sous la peinture, la plupart des habitations ayant été construites à partir de planches récupérées dans la montagne de caisses éventrées qui jonchaient le port. » Morazet achète sur place du rhum Black Diamond à 1 $ le gallon. À la revente, il peut en toucher 10 à 13 fois plus. Le 18 avril 1922, les autorités françaises comprenant la manne financière que représente la prohibition décident de supprimer pour Saint-Pierre-et-Miquelon l'interdiction d'importation d'alcool étranger. Interdiction qui était par ailleurs déjà très modérément respectée. Mais l'interdiction est officiellement maintenue pour les rhums dans le but de protéger le rhum des Antilles françaises. Cela n'empêche pas le commerce de rhum de Demerara à Saint-Pierre. En 1932, un commissionnaire de la marque Black Diamond, distillé à la distillerie Diamond, écrit toujours aux établissements Morazet pour informer de l'état des stocks et préparer les futures commandes. Alors que se passait-il lorsque la police tombait sur un stock de rhum de Demerara à Saint-Pierre ? Eh bien, le propriétaire tentait de faire croire qu'il s'agissait d'un faux rhum produit sur place, à base d'alcool blanc, d'eau, de sucre, de mélasse et de colorant. Car oui, cela existait aussi. À la police de croire ou non à cette entourloupe. En matière de consommation, le rhum de Demerara était plutôt bu pur, mais pouvait, tout comme les rhums blancs issus d'autres provenances, présents illégalement aux États-Unis ou au Canada, être plutôt consommé en cocktail. Du rhum blanc, il y en a eu un peu à Saint-Pierre-et-Miquelon, du rhum cubain, du Bacardi, plus précisément, à la faveur d'un vaste accord commercial signé entre la France et Cuba en 1929. Cet accord prévoit un contingent d'exportation de rhum cubain en France. La maison Bacardi, dont nous parlerons dans la seconde partie de ce podcast, va accaparer 95% de ce contingent en expédiant en 1930 44 468 litres d'alcool pur à Saint-Pierre-et-Miquelon. En cela, Bacardi a répondu à une commande d'une société de bootleggers canadiens installée à Saint-Pierre. Cette manœuvre, faite dans le dos des autorités françaises, entre la société Bacardi et une maison canadienne, sera dénoncée dans un rapport transmis au ministère des Colonies. De son côté, la Martinique ne disparaît pas totalement puisqu'on note l'importation de 987 caisses de rhum martiniquais entre août 1929 et octobre 1930. On remarque également dans l'archipel la présence de quelques marques françaises de négoce. Alors, cette effervescence autour du whisky et du rhum attire évidemment beaucoup de monde.
en premier lieu les rum runners, qu'ils soient canadiens, américains ou autres. Un rum runner, un coureur de rhum littéralement, est un trafiquant qui assure l'achat et la livraison d'alcool, principalement par voie maritime sur les côtes américaines. Il peut être également appelé bootlegger, un terme plus ancien qui fait référence au trafic d'alcool, au temps où les trafiquants cachaient les bouteilles dans leurs bottes pour en vendre illégalement. Et bien qu'ils soient tous rivaux, ces rum runners et ces bootleggers, ils se retrouvent tous dans le seul et unique hôtel de l'île de Saint-Pierre. Ainsi, le plus célèbre d'entre eux, Bill McCoy, vient se ravitailler à Saint-Pierre. Il a une base à Nassau avec du rhum et du whisky et il cherche à diversifier son approvisionnement. Il y a également beaucoup de Canadiens venant de ce qu'on appelle les provinces maritimes que sont le Nouveau-Brunswick, les îles du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, situées au sud-est du Canada à la frontière avec les États-Unis. De son côté, la population s'investit dans cette nouvelle économie. Les caisses sont acheminées vers les magasins avec les camionnettes automobiles et hippomobiles. Elles sont ouvertes et vidées afin d'emballer les bouteilles en paillons et en sacs. Les chargements sur les vedettes sont réalisés de jour comme de nuit. On compte sur le port de Saint-Pierre une centaine de personnes présentes pour effectuer la manutention. Le but ensuite est d'apporter le plus furtivement possible sur les côtes nord-américaines le plus de caisses d'alcool, sans se faire prendre par les gardes-côtes qui sont notamment au début de la prohibition très largement sous-équipés. Les destinations officielles des chargements sont la haute mer, de manière assez vague, ou bien les Bermudes. Les destinations réelles pour les États-Unis sont principalement Boston, New York et Providence, cette dernière étant la capitale de Rhode Island située entre Boston au nord et New York au sud. Sur le continent, l'alcool est consommé dans les speakeasy, c'est-à-dire des bars clandestins. On en compte environ 200 000 sur tout le territoire, dont 30 000 rien qu'à New York. Ils sont installés dans des sous-sols, des entrepôts désaffectés, des arrière-boutiques. La mafia est souvent dans l'affaire. Ils sont réservés à des réseaux particuliers et un mot de passe est nécessaire pour y accéder. Je vous ai laissé à New York, mais je vous récupère à Saint-Pierre-et-Miquelon avant de clore cette première partie, car à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous l'imaginez peut-être, l'alcool n'attire pas seulement les trafiquants. Beaucoup d'argent circule sur l'archipel et ce petit territoire paisible n'a pas de banque digne de ce nom pour stocker toutes ses liquidités. Qu'à cela ne tienne, la très officielle Canadian Bank of Commerce ouvre une antenne sur place pour profiter du trafic de rhum et de whisky. Pour ce qui est de la colonie elle-même, le budget se retrouve en équilibre pour la première fois depuis 2 siècles. Nous avons beaucoup parlé de rhum dans ce trafic, mais il faut malgré tout citer les chiffres pour remettre chaque vin et spiritueux à sa juste place. Selon les statistiques officielles, 1923 est l'année où le plus de rhum est entré à Saint-Pierre, c'est-à-dire environ 143 400 litres. Les importations de whisky, elles, ne sont jamais descendues sous la barre des 1 245 000 litres dans les années 1920. Rappelons que l'importation de whisky du Canada était devenue légale. Et il y a eu un record en 1929 avec plus de 5 800 000 litres de whisky importés à Saint-Pierre. Parmi les autres boissons, on trouve beaucoup de mousseux, de champagne, des liqueurs, des genièvres et des eaux-de-vie en tout genre provenant notamment d'Europe. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré au rhum au temps de la Prohibition. J'espère que cela vous a plu. Nous nous donnons rendez-vous très rapidement pour la seconde partie. Il y sera question des Bahamas et de Cuba. Je vous dis donc à bientôt dans Histoire du Rhum, le podcast.